Iemotep, Ankouja Seneb. nous revenons dans la deuxième partie de Une ferme appelée l'Afrique. Et nous allons commencer par répondre à la question qui a été posée. Je dirais pour chaque 10 personnes qui s'enrichissent, 100 000 s'appauvrissent. Hein? Pour chaque 10 personnes qui s'enrichissent, 100 000 s'appauvrissent. Telles sont les conditions des maintien. En fait, en Afrique, on ne s'enrichit pas. Et on a l'illusion d'une pauvreté, d'un enrichissement, parce qu'en réalité, c'est quoi une richesse? Une richesse, c'est l'état de l'environnement. C'est le niveau de l'évolution de l'environnement. Une richesse ne peut être richesse quand elle est considérée pour des individus isolés. Ce n'est pas une richesse. C'est toujours un état de pauvreté. C'est comme pour dire dans une prison, on nomme un chef de prison. Parmi les prisonniers, on va prendre 2 personnes ou une personne qu'on va dire, voilà, tu es le capitaine de la prison. Tu auras certains privilèges, mais tu n'es pas un homme libre. Maintenant, ce que l'on trouve en Afrique, ce n'est pas un enrichissement. C'est un autre niveau de... comment je peux dire cela? C'est la disponibilité monétaire qui augmente. C'est-à-dire, en Afrique, on devient un plus grand consommateur que les autres. On consomme plus. C'est comme les chiens bergers qui gardent les animaux. Eh bien, ils mangent plus que les autres. Parce que comme il doit faire un travail de courir après les animaux, eh bien, il faut récompense. Et les chiens bergers, c'est que dès qu'ils voient des moutons s'écarter, il doit faire beaucoup de bruit pour que quand il est fait, en courant à l'animal, non seulement que l'animal sache qu'il doit retourner à sa place, mais aussi que les maîtres s'en rendent compte. Parce que dès que le maître s'est rendu compte de cela, il va préparer son morceau de viande pour lui, dès qu'il revient. Ça, ce n'est pas un enrichissement. Ce que nous avons en Afrique, c'est exactement la même situation. Les gens ne s'enrichissent pas, mais seulement remplissent leur travail des chiens bergers, et en récompense, et à la fin, c'est pourquoi il doit le faire avec beaucoup de théâtralité, pour qu'à la fin puisse obtenir leur récompense de celui qui tient la réserve des os à côté. Souvenez-vous, le chien n'est jamais payé en viande, il est toujours payé en os. Et l'os, nous le savons, est une misère, parce que la viande a été mangée dessus. On mange du poisson, on garde les os pour les chiens. Et quand les chiens s'est dépensé à faire tout ce qu'il faut pour plaire au maître, et quand il revient vers le maître, dès que le chien est allé bastonner son propre peuple, quand il a maltraité son propre peuple, quand il revient vers le maître, qu'est-ce qu'il obtient? Des os. Tel est le salaire d'un chien de garde. Qu'est-ce que nous devons faire? Avant de guérir, toute personne doit d'abord accepter son état de maladie. C'est pourquoi aujourd'hui, dans une ferme appelée l'Afrique, dont le sous-titre est un embargo, sous embargo des sciences et de développement. J'aimerais que l'on passe à une réflexion profonde de la thématique que je suis en train de présenter. Je veux que nous ne devons pas toujours rentrer dans une phase de rébellion. Nous devons rentrer dans une introspection d'études intérieures. Sommes-nous en mesure de voir que nous sommes sous embargo de sciences et de développement, ou pensez-vous que nous sommes tellement idiots que nous ne sommes pas en mesure juste de balayer notre propre maison? Il y a certains qui diraient qu'il n'y a pas d'embargo. C'est simplement qu'on n'est pas en mesure de balayer notre propre maison. Certains le diront, certainement. Mais en réalité, au fait, quand vous regardez les inventions qui continuent à sortir de l'Afrique ou qui sortent des afro-descendants, peu importe où ils se trouvent dans le monde, on voit par exemple la voiture ou la machine à eau.
on a vu plusieurs éléments. On a vu même l'ampoule aussi. Et donc, simplement pour donner quelques, parce qu'il y a une longue liste qui a circulé les réseaux sociaux où on a tous vu les inventions. Et donc, on voit que ces genres d'inventions sont là, peu importe où les afrodescendants se retrouvent. Et aussi, mais il y a un point qui est très important et quelque chose qui a été dit qui m'a particulièrement touchée, c'était la place qui parlait de ceux qui sont payés par les autres. Et c'est vrai, justement, c'est que quand vous regardez le point de vue où vous regardez la vie, par exemple, d'une personne qui fait le bruit, donc la personne qui est corrompue ou payée un peu plus pour maintenir les autres dans la pauvreté, cette personne aura une vie luxurieuse de son point de vue. Mais quand vous comparez le style de vie de cette personne, son statut social, son style de vie, et vous prenez un équivalent un peu partout dans le monde, ailleurs dans le monde, comme ça, dans un pays, c'est difficile à dire un pays libre aujourd'hui, mais dans un pays qui travaille pour soi, par exemple, et vous faites la comparaison, vous voyez qu'il y a une différence. Absolument. Et vous voyez qu'il y a une différence qui fait qu'en général, les personnes qui arrivent au sommet de la société, c'est eux qui financent les innovations, c'est eux qui financent les nouveautés, c'est eux qui créent les systèmes sociaux, parce que les systèmes sociaux sont créés par des personnes qui reconnaissent, par exemple, la douleur des autres, qui reconnaissent l'appauvrissement des autres, parce que beaucoup ne comprennent pas que les systèmes sociaux ont été créés par des personnes qui, après, ou on peut dire dans la montée des indépendances, il y a eu le peuple qui est rentré aussi de tous les territoires coloniaux. Et arrivant en Europe, il y a maintenant cette forme d'attitude qui est apportée en Europe pour faire travailler les autres comme des esclaves. Et donc, une fois qu'on réalise que si on ne peut pas faire travailler les autres comme des esclaves dans leur pays, et pourquoi le faire chez nous-mêmes? Et comment faire pour ceux qui ont quitté leurs endroits où ils faisaient les colons, une fois rentrés à la maison, comment faire pour qu'ils ne puissent pas, parce qu'ils ont appris des mauvaises habitudes, traiter leurs frères en tant qu'animal, traiter leurs frères de manière atroce comme ils l'ont fait durant la colonisation? Eh bien, on introduit le système social, on introduit les salaires minimaux, on introduit beaucoup de structures pour faire en sorte qu'on puisse reconnaître et aussi parler de ces comportements qui sont néfastes, qui sont nocifs pour les uns les autres. Mais en même temps, dans ce genre de société, on ne dit pas qu'il y a une liberté, parce que quand on regarde vraiment de manière très close, on se rend compte que même dans les fermes, il y a des fermes qu'on appelle free range. En anglais, des fermes libres où on a des poulets qui peuvent courir un peu par-ci par-là. Ils peuvent courir comme ils veulent, où on a des animaux qui peuvent décider de marcher. On leur donne pas ils peuvent manger de l'herbe comme ils l'ont toujours fait. On leur donne pas de la nourriture artificielle. On a vraiment l'animal qui vit plus ou moins en contact avec la nature. Mais c'est une nature qui, quand même, est dans l'enclos du propriétaire. Et qui fait qu'une fois que cet animal qui grandit de manière libre a un œuf ou un petit, ça appartient toujours au maître. Et c'est le maître qui va décider comment ça va se faire. Et donc, on voit la juxtaposition entre les fermes en chaîne parce qu'il y a des fermes où les animaux n'arrivent même pas à se mettre debout. Donc, ils n'arrivent même pas à subvenir à leurs propres besoins. Ils doivent faire tous leurs besoins sur le même endroit. Tout comme il y a des fermes où il y a des vaches qui grandissent, qui au lieu de faire une année, ils peuvent faire ça dans 3 semaines, dans 2 semaines, dans une année. Et comme il y a tellement différents niveaux de types de fermes, et quand on regarde maintenant, on regarde le phénotype humain, on regarde le style de vie, le mode de vie humain, ça nous fait poser des questions, parce qu'on se rend compte que non seulement ce système, il est aussi appliqué contre les êtres humains, mais à un niveau, je dirais, des fois même plus néfaste, parce que l'être humain, c'est celui qui va maintenant torturer les autres, tout simplement, comme similairement au chien qui est là avec ses semblables en train d'aboyer aux autres animaux pour leur dire de faire ce qu'il faut faire. Mais l'être humain se voit faire un travail similaire, non seulement pour les autres animaux, mais aussi pour les siens, aussi pour ses frères et sœurs. C'est celui qui doit maintenant commencer à accuser, à être sûr que tout le monde doit suivre ce chemin, faire sûr que tous les jeunes qui naissent doivent être corrompus. Avant même de commencer leur carrière, de faire si que dans tous les quartiers, tout le monde doit être corrompu, ainsi que l'énergie des jeunes puisse être gaspillée à ce point-là. Douane.
Un Kouja, c'est NEP, c'est une considération très importante. Et ce qui ressort de cette question est que ça vient d'où? Comme justement quand tu parlais des fermes, tu as mis l'accent sur des différents genres de fermes. OK? Et une ferme que nous pouvons appeler capitaliste. OK? Dans les capitalistes, dans la ferme capitaliste, la vie de l'individu a aucune importance. Ce qu'il a de l'important, c'est qu'il rapporte de l'argent. OK? Que sa naissance rapporte de l'argent. Que sa vie rapporte de l'argent. Et même sa mort doit être occasion de faire de l'argent. C'est-à-dire aujourd'hui, même les cimetières sont alloués. Si vous n'avez pas de vôtre, quand vous enterrez votre frère en Occident, vous devez payer le loyer. Vous devez payer le loyer. Vous avez les cimetières à mur où vous louez un trou dans lequel est mis les cendres de votre frère ou de votre bien-aimé ou bien-aimée. Et quand un temps de temps est passé, ces cendres sont prises ensemble, mises dans une fosse commune et jetées comme ça. Et puis nous avons une autre considération que vous avez appelée cette ferme où les animaux se déplacent, c'est une ferme socialiste. C'est une société. Bien entendu, il y a un rôle à jouer là-dedans. Mais c'est une société où nous voyons un socialisme du genre communautaire, c'est-à-dire un communisme socialiste. Nous avons ces deux branches. Nombreux sont ceux qui disent qu'ici nous sommes en train de parler de politique ou d'économie politique, qui n'a rien à voir avec l'organisation de la société ou les religions. Attention, c'est là qu'il y a un problème. Parce que pour comprendre, aller au nez de cette histoire, ou permettez-moi d'échanger la composition phraséologique, on ne sera pas en mesure, on ne pourra jamais comprendre la nature de la ferme appelée l'Afrique si on ne connaît pas l'histoire des Haussars et des Enki. Haussars Enki contre Setesh Sets. On ne peut pas comprendre cela si on ne connaît pas l'histoire des Netchirou de l'ombre et des Netchirou de l'obscurité. On ne peut pas comprendre cette histoire si on ne comprend pas la vraie nature des Anunnaki. Les anges donc, qui sont rapportés dans les différentes courants religieuses, qui sont-ils? C'est seulement en ayant compris la grande manipulation historique qui date des millions d'années, qui a fait que, disent toutes les religions, l'homme est né pour servir l'Éternel, c'est-à-dire l'homme est l'esclave de l'Éternel. D'où, à l'origine de notre histoire, nous nous retrouvons devant des sociétés. La société aujourd'hui dite égyptienne, kémétique, guidée par Haussar, où je pourrais justement faire équivaloir la situation dont tu as présenté aujourd'hui d'une ferme socialiste, où les animaux sont libres, tout en étant dans une ferme. La ferme renvoie à la notion d'une autorité. Et de l'autre côté, nous avons Sumer. Sumer a toujours été et encore est sous le contrôle de divinité des Anunnaki, dont l'administrateur est Satam. Satam, qui donne le mot Satan, signifie en siméro acadien administrateur. Sous la possession de Itemura, appelé An ou Yahweh, les dieux de la Bible. Dès alors, nous avons une situation de soubassement de la mise en esclavage des hommes pour servir ces entités-là. Et bien entendu, nous rentrons déjà à cette époque parce que la première fois que l'homme fit appeler animal, c'est en utilisant le mot sumérien Adamo, qui signifie les moutons. Qui signifie les moutons. Et donc, l'assimilation à l'animal, ou cette situation où on force l'homme à vivre comme un animal, ne date pas d'aujourd'hui, date du début. Et nous allons pas débattre cela ici. Nous allons trouver. À un moment donné de l'évolution, nous allons voir des situations où nous avons Haussar qui cherche à sortir l'homme, à libérer l'homme de la joug du tyran Itemura, qui est en complicité avec Setesh Santana et Seth,
de maintenir l'homme dans l'esclavage. Il se crée à partir de l'Égypte pré-dynastique une culture religieuse qui veut libérer l'homme de son esclavage parce que l'homme né dans la société du Temura comme un esclave. Nous avons une situation où Itemura maintenait l'homme dans un état d'esclavagisme, sous le contrôle de Santana, contrôleur qui devient Santa. Ok? Et nous avons quelqu'un qui intervient, qui a été appelé le serpent, qui a fait voir à l'homme qui devait réfléchir pour se développer. Il a été transformé en Lucifer, le diable, qui apporta la connaissance. C'est le père qui apporta la connaissance, qui apporta la métallurgie, est appelé Aoussa. C'est lui qui a été traduit dans la Bible comme le serpent. L'ambiguïté du serpent qui apporte la connaissance, parce que Dieu voulait, le Bible de la Bible est Anne. Itemura voulait l'homme idiot et tout nu. Dans les jardins d'Éden. Les jardins de Karsag. Le vrai nom. Et aujourd'hui, nous sommes devant cette ferme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, les terres de Aoussa ont été livrées entre les mains, sont tombées entre les mains d'Itemura et de Sétèche, les dieux de la Bible. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils veulent? Maintenir la descendance des Aoussa dans l'état d'une ferme. Et comment on fait en mettant un embargo des sciences et des développements? Toutes les sciences et développements qui ont été apportés par Aoussa ont été retirés. Pour vous maintenir dans ces états-là, tout ce qu'il nous reste de Aoussa, c'est nos cultures africaines qui encore aujourd'hui, on nous essaye de nous enlever. On nous enlève les noms africains, on nous enlève des fils de l'eau, il ne nous restera absolument rien. Parce que nous acceptons l'imposteur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'est qu'un synchronisme de la vie des Aoussa et des héros. C'est de l'esclavage de Itemura Atumura et de son complice Sétèche, Seth, qui est la raison fondamentale. Et j'allais ajouter un élément qui est très fondamental, qui m'est surgi dans la tête pendant que tu es en train de parler, c'est que on nous a même enlevé l'amour de l'eau avec l'esclavage. On nous a enlevé l'amour et la relation que nous avons de manière naturelle avec les eaux. Parce que justement, quand j'étais plus jeune, pendant que je faisais la coiffeuse, quand j'étais plus jeune, et c'était quelque chose où j'avais, je pense que j'avais peut-être 17 ans à l'époque, et la personne que j'étais en train de coiffer avait quelque chose comme peut-être, elle était vraiment plus jeune que moi, donc elle avait peut-être 14 ans à l'époque. Mais c'était pas une petite fille. C'était pas une petite fille, mais c'était quand même une adolescente aussi. Et donc, pendant que j'étais en train de la coiffer, j'étais en train de laver ses cheveux. Et quand je devais la faire tresser les cheveux et tout. Et comme c'était une de mes petites sœurs et je l'aimais beaucoup, donc elle arrivait chez moi, je lui ai dit, bon, pour que tes cheveux puissent mieux pousser, il fallait que je puisse laver les cheveux avant de faire la coiffure, que j'allais lui faire la coiffure. Et alors, quand je lui ai dit, bon, je vais laver tes cheveux, je suis allée pour commencer à laver ses cheveux. Alors, elle me dit que oui, mais quand tu laves les cheveux, il faut tout faire que l'eau ne puisse pas me toucher au visage. Je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit que quand l'eau me touche au visage, je panique. Je me dis, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors j'ai dit, ah ouais, c'est ça. Je me suis dit, bon, c'est normal, les gens paniquent quand l'eau touche les yeux, quand l'eau entre dans les yeux, quand l'eau dérange le visage. Mais pour elle, c'était vraiment de manière très forte que même quand l'eau touchait son visage, elle commençait à trembler. Elle tremblait vraiment et j'ai dû lui dire, ok, calmement, on va faire ça calmement, t'inquiète pas. J'ai dû la rassurer pour lui dire que tu es dans des bonnes mains, je suis là avec toi. On est ensemble et dès que tu te sens mal, tu me dis, comme ça, on ne va pas aller très loin. Et donc, elle était pétrifiée de l'eau comme ça, à ce point-là. C'est un être humain qui va se laver chaque matin. On est conscient. Mais du fait que c'était quelqu'un d'autre qui allait lui mettre de l'eau dans sa tête, ça lui a créé une forme de panique. Et justement, quand tu as commencé à parler, en fait, cette image-là m'est revenue sur la tête. Ça m'est revenu dans mes mémoires parce que je me suis dit, c'est quelque chose même qu'on nous a enlevé parce que quand on prend cette relation que l'être, je dirais l'être humain ou même l'être conscient, l'être mélanoderme avait avec la nature, avec l'eau, avec les 4 éléments,
avec les 5 éléments, je peux même dire, cet élément qu'on avait en communication avec le monde de vivants et le monde de ceux qui ne sont plus. Il y avait une symbiose parfaite, un équilibre qui était en train de se développer et il y avait une compréhension qui continuait parce qu'on peut toujours comprendre quelque chose encore plus. On a commencé à détacher ça de l'élément le plus fraglant, mais aussi les petits aussi, on a tout enlevé. Et même la connexion avec l'eau, parce que justement, et ça revient avec le fait que beaucoup de personnes ont maintenant créé une forme de peur vis-à-vis des eaux et le monde des eaux. Et c'est comme ça que quand, par exemple, on regarde Mami Wata, et beaucoup de personnes ont peur, c'est par rapport au film qui a été fait de la sirène, mais en réalité, souvent la peur contre le Mami Wata, c'est une peur qui est reliée au fait que beaucoup de leurs ancêtres, beaucoup de nos ancêtres sont morts, je dirais, par génocide, mais en utilisant l'eau. Ouais, absolument, il y a l'élément de l'eau qui est très important sous le couvert de le génocide, la mémoire ancestrale, la mémoire collective qui peut réactiver ces éléments très importants. Et j'ai eu quand même à Sibir, moi, c'est là, à expérimenter ce genre de situation personnellement une fois, il y a longtemps. Mais ce que je voudrais ici ajouter, l'eau est un élément, ok? Et l'élément l'eau, avant tout, indique la flexibilité, la capacité à communiquer, la fluidité. Ok? L'eau est, comment je peux dire, est souple. Elle n'est pas rigide, mais elle est infranchissable. Et elle ne s'arrête pas. Maintenant, quand, du point de vue psychologique, de la psychologie couche comme bien entendu, quand on a quelqu'un, quand on se retrouve quelqu'un qui a de manière assez directe perd de l'eau, c'est pas qu'on les jette dans l'océan, mais même de l'eau qui sort comme ça. Alors vous avez quelqu'un qui a un traumatisme introspectif, c'est-à-dire quoi? Une rigidité intérieure, une incapacité à communiquer avec les autres. C'est ça. C'est une personne qui difficilement communique avec les autres. C'est une personne qui maintient beaucoup un langage intérieur et ne s'exprime pas, il exprime très mal avec les autres. C'est une personne qui est très rigide intérieurement, manque les fluidités. Alors, l'eau devient son opposé. Quelque chose qu'elle voudrait être, qu'elle ne peut pas être, et par conséquent l'effraie. Et quand vous lui faites voir de l'eau, il y a une réaction que la personne ne peut pas contrôler, spécialement quand cette eau est entre les mains de quelqu'un d'autre. Elle a une indication psychologique. Parce que l'eau, c'est la fluidité. Je vais vous donner un exemple. L'autre exemple, c'est l'air. Vous avez les personnes qui ne supportent pas l'altitude. Ok? Vous savez, qu'est-ce que c'est là, du point de vue psychologique, qu'est-ce que c'est là où nous ramène? À l'intelligence. On dit l'esprit s'élève. Comment on dit quelqu'un qui est très intelligent? C'est quelqu'un d'esprit élevé. Et l'esprit élevé, c'est de la hauteur. Prenez les gens que vous connaissez ne pas être intelligents. Demandez-les de monter haut. Ils ne veulent jamais monter haut. Ils vont rester bas. Et vous trouvez ça aussi dans les traumatismes de la colonisation de l'esclavage. On a peur de la hauteur. Pourquoi? Parce qu'on préfère rester bas à terre. Faites un examen de toutes les personnes que vous connaissez qui ont peur de l'altitude et qui ont peur de l'eau. Ce sont les personnes qui sont les plus bas dans la société. Et quand vous essayez de mettre un ensemble, vous disons, la plupart des Africains ont peur de l'altitude, ils ont peur de l'eau. Et regardez là où ils sont dans la société. Et pourquoi vous voyez, par exemple, le monde occidental, on pousse les enfants à pratiquer des sports extrêmes où on doit affronter ses peurs, aller dans l'altitude, plonger même dans les profondeurs de l'océan.
Ce n'est pas toujours du sport qui sont là pour les loisirs comme elles sont perçues. Non, ils sont définis des loisirs, mais ils sont dessinés pour permettre à l'individu de franchir les pairs et pouvoir s'élever. Le contrôle de l'élément eau permet à la personne d'avoir une manageabilité des autres. Un bon manager n'est pas père de l'eau. Quand quelqu'un a peur de l'eau, il ne saura pas contrôler les autres. Il ne saura pas être fluide avec les autres. Quand une personne a peur de l'altitude, a de la vertige, c'est une personne, si vous lui donnez $500, il perd la tête, il va boire les boissons du matin au soir. Il n'a pas les contrôles. Parce que l'altitude lui fait peur. Il est effrayé de l'altitude. Ce sont des implications des gens psychologiques qui accompagnent justement l'étude. Et pour ceux qui ont peur du feu, par exemple? Le feu est encore un élément encore très, très, très important. Le feu renvoie à l'âme. Le feu renvoie à l'âme. Et le monde africain, par exemple, c'est un monde où l'âme est très puissante. Vous ne trouvez pas beaucoup de gens qui ont peur du feu. Okay? Par contre, quand vous venez en Europe, vous trouvez la peur du feu incroyable. Pourquoi? Parce que c'est un âme qui n'est pas développée. Parce que quand une âme qui va mettre les autres en état d'esclavage, une âme qui est disposée à faire du mal à l'autre pour de l'argent, pour s'y payer, n'est pas une âme développée et vous les retrouvez dans son incapacité à rentrer en contact avec l'élément feu. Pour lui, le feu, c'est un ennemi. Il faut l'éteindre. Il ne sait pas la maîtriser. Il ne sait pas cohabiter avec le feu. Comme on est en train d'aller dans une dérive, je vais en profiter pour aller un peu plus loin. Et par rapport à l'élémentaire, pour ceux qui se posent la question. Nous avons un autre problème, même pour encore l'élémentaire. L'élémentaire est la relation, on dit la terre, la relation avec la mer. OK? La relation avec la mer. Et cette relation, nous la vivons encore en Afrique. OK? Et dans la société africaine, la femme est une personnalité d'hospice. En fait, la reine mère et le système africain, la reine mère, la femme est la première dans la société. Et nous voyons ces rapports-là à travers comment nous vivons avec la nature. Dans la société occidentale, la place de la femme ne se trouve pas. En fait, tout est macadamisé. La terre est couverte. Il n'y a pas un rapport avec la terre. On ne l'accepte pas. On veut la modifier. On ne veut pas de la femme. Donc, vous voyez, ces deux éléments sont importants. En Afrique, nous avons encore maintenu les contrôles de l'élément terre et de l'élément feu. Nous avons perdu les contrôles de l'élément air et de l'élément eau. L'Europe est en train de faire des erreurs, des pas géants vers les contrôles de l'élément au terre, l'air, et l'élément eau. Ils sont en train de travailler avec l'instauration d'un système social. On pousse les enfants à se connaître, okay, à se dépasser, à aller toujours de l'avant. Okay? Pendant qu'ils ont un problème avec l'élément feu, ils l'aperçoivent comme un ennemi. Ils ont un problème avec l'élément terre, la femme. Ils ne la veillent pas. La femme en Europe, pour être acceptée, elle doit se transformer en un homme. Sinon, elle n'est pas acceptée. Et on le voit à travers la mécanisation. En Angleterre, on a des endroits où on tue la nature pour mettre un tapis en plastique en forme d'herbe. Vous voyez un champ qui est couvert d'un tissu, vous croyez qu'il y a de l'herbe. Non, c'est un tapis d'herbe qu'on a mis. OK? Et ils ont ces problèmes-là. Nous, par contre, nous avons deux éléments encore sous compte. Et je peux encore dire en termes de conclusion, c'est ce qui a fait que nous survivons encore. Attention, il y a des races qui ont disparu au contact avec le monde occidental. Il y a des races qui ont disparu au contact avec des peuples entiers qui ont disparu, qui sont allés à disparaître complètement. Un des survivants, c'est les Indiens d'Amérique, à contact avec le monde occidental. Nous sommes le peuple qui a survécu le plus. Nous avons perdu le contrôle de l'eau, nous avons perdu le contrôle de l'air, mais nous avons conservé le feu et la terre. Et je dirais même que c'est vrai qu'on a perdu le contact avec l'eau, mais ça reste quand même quelque chose que nous avons quand même un lien aussi, mais de manière un peu
entrecoupées, ça c'est vraiment vrai. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, on a eu une piscine à la maison. Parce que simplement, mon père, d'où il vient, dans la ville où il a grandi, il y avait une rivière, il y avait une rivière, un fleuve qui passait, hein, c'était une grande rivière. Et donc, ils avaient l'habitude d'aller se baigner dedans, donc ils n'avaient pas peur de l'eau, plus ou moins. Et nous, en grandissant, on avait quand même, grâce à la rivière, à la piscine à la maison, on a aussi eu la même chose où on nageait de manière régulière et tout. Mais ce qui s'est passé avec mon petit frère, c'est que quand il avait moins de 5 ans, avant de commencer l'école maternelle, il n'avait pas de problème. Il adorait. Dès qu'il était bébé, il voulait entrer dans l'eau, il voulait aller et tout. Mais une fois arrivé à la piscine de l'école, ils ont dû avoir la nage aussi à la piscine de l'école. Et dès qu'il est revenu, il était pétrifié. Il avait peur de la piscine. Il avait peur, il avait vraiment eu très très peur. Et on n'a jamais su pourquoi. Mais je pense que c'était le point qui s'était... c'est vrai qu'il avait peut-être eu un traumatisme ou il avait peut-être bu de l'eau, mais en étant bébé, il avait bu de l'eau plusieurs fois parce qu'il ne savait pas nager. Mais il s'était noyé peut-être, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a eu peut-être une chose qui a fait que une fois dans l'eau, ça a déclenché une mémoire collective. Avoir tous ces enfants qui se sont retrouvés dans l'eau, qui avaient 5 ans, et ils ont déclenché une mémoire collective qui a fait que pour réapprendre à mon petit frère à nager, il a voulu au fait prendre une année entière pour lui faire passer cette peur-là, pendant que c'est seulement un seul événement qui a déclenché cette peur en lui. Et puis après, bien sûr, il s'en est passé. Mais c'était quelque chose qui, je ne dirais pas était un trauma pour nous tous, mais c'est quelque chose qui nous avait choqués un peu tous, parce on avait tous apprivoisé l'eau de cette manière-là. Et donc, mais en même temps, il y a toujours l'élément qui est, par exemple, par rapport à la respiration et le travail fait avec l'eau, c'est toujours un travail qui est fait avec un peu de distance quand même, par rapport à d'autres personnes qui utilisent l'eau. Donc, c'est une réflexion simplement que je voulais faire. Donc, Douane est tiers pour cet argument, et Douane est tiers aussi, surtout pour ceux qui ont écouté la première partie. Hein. Je vous demande aussi d'aller écouter la première partie. Là, on a vraiment parlé de la condition de la ferme en Afrique. Mais donc voilà, je dis douane et tiers pour ceux qui ont écouté la première partie, parce qu'ils ont écouté comment on est allé jusqu'à répondre à la question que j'avais posée juste à la fin, la question qui était vraiment un très très grand point d'interrogation pour moi. Donc de mon côté, je dis douane et tiers, et je vais demander à Baba Kinkela de faire un petit mot de la fin avant de terminer. Douane et tiers. Petit mot de la fin, je vous inviterai à nous suivre sur la site www.couchkamitcongo.com, qui est le site très important. Vous allez nous trouver. Vous nous trouvez aussi sur le blog www.kinkelawamazulu.com. Comme vous nous trouvez aussi sur la chaîne YouTube, bien entendu, Kinkela Wamazulu également. Vous nous trouvez aussi sur le web www.kachopa.org. Doua Netcher, et nous serons toujours là pour vous servir. Doua Netcher, Doua Auset et Eru, Doua Mamitu Namu Nuts.